Ça va tourner quand j'entrerai? Oui, d'accord. D'accord, Seigneur Jésus, s'il te plaît, sois avec moi, Seigneur Dieu. Elle était une escorte de 30 ans à Kansas City avec des factures à payer. C'était ma seule source de revenus, ma seule façon de survivre. Il était un homme d'affaires prospère avec une famille et un sombre secret. Ça a commencé par une suspension et une strangulation. Père de famille le jour, obsédé sexuel la nuit. Il m'a appelé un ange déchu qui est tombé du ciel avec Satan. Derrière les murs de la prison, Maggie Ibarra parle pour la première fois. Vous l'appeliez Papa Satan. C'est probable que je l'ai fait. À propos de son accord avec un sugar daddy sadique. J'avais une maison, une voiture. C'est lui qui me fournissait tout ça. Et en échange, tu te pliais à ses fantasmes sataniques. Oui. Et le meurtre brutal d'une jeune femme qu'elle a attirée dans la chambre du couple. Je crois que j'ai besoin d'un avocat. C'était ton ami qui t'aimait et te faisait confiance. Je ne pensais pas que ça arriverait. Maintenant, Maggie Ibarra purge une peine à perpétuité et fait enfin face à ses propres démons. Tu l'as mené à l'abattoir, peux-tu l'admettre? Es-tu un sadique? J'ai une peine de 85 ans. Il y a un chef d'accusation pour subornation de témoins. C'est 7 ans ferme pour chaque chef d'accusation. Ils m'ont aussi donné un chef d'accusation pour harcèlement, ce qui fait aussi 5 ans ferme. Il y avait la sollicitation d'un mineur, ce qui m'a valu une peine de 30 ans, et ensuite, ils m'ont donné une peine à perpétuité. Tout a commencé le jour de la Saint-Valentin en 2020. La femme et les enfants de Michael Hendricks, homme d'affaires local, étaient en vacances. Il était sur Internet en train de chercher une certaine escorte. Ce qui aurait pu se terminer par une simple transaction est devenu une histoire d'amour tordue d'1 an mêlant méthamphétamine, argent et meurtre sadique à caractère sexuel. Une affaire survenue ce soir, quelques heures après que les policiers ont découvert des restes humains dans la campagne du comté de Jackson. Ce crime choquant a fait la une des médias. C'est la maison de Michael Hendricks. 40 ans, Maggie Ibarra, sa petite amie, est aussi inculpée. Les 2 meurtriers purgent désormais une peine de prison à vie pour le meurtre par strangulation de Kenzie Aubrey, âgée de 32 ans, lors d'une relation sexuelle à 3 violente dans la maison de Ibarra à Kansas City. Hé Maggie, assieds-toi s'il te plaît. Je suis David. C'est un plaisir de te rencontrer. Désolée, je pleure déjà. Maggie, nous sommes ici parce que nous voulons vraiment comprendre l'état d'esprit et les motivations derrière tes actions dans cette affaire. Pourquoi voulais-tu nous parler aujourd'hui? J'ai un peu prié à ce sujet. J'ai demandé à Dieu de me guider. Je veux utiliser cette plateforme pour être honnête, pour m'excuser et aussi pour sensibiliser au fait que cela peut arriver à n'importe qui. J'ai déjà entendu cette phrase auparavant. Un criminel condamné trouve la religion en prison et bat sa culpe. Je suis sceptique, bien sûr, mais je veux écouter Maggie Ibarra et découvrir pourquoi une jeune femme a été assassinée dans son lit. Je ne vais rien édulcorer, et toi non plus. Tous ceux qui vont regarder ça vont essayer de se faire leur propre opinion. D'accord, dit-elle la vérité ou cache-t-elle quelque chose? Toute la situation est tendue, donc je comprends. L'histoire de ce tueur a débuté il y a une génération, à des milliers de kilomètres. Je sais que tu as eu des débuts très difficiles dans la vie. Oui, c'est vrai. Né à Hawaï, n'est-ce pas, d'une mère adolescente qui, selon ses propres dires, avait des problèmes. Comment penses-tu que cela t'a façonné? Mes parents étaient de bonnes personnes, mais avaient des problèmes de dépendance. À l'âge de 5 ans, elle avait subi des abus sexuels. À 13 ans, elle vivait dans la rue. Pour gagner de l'argent, elle s'est tournée vers le travail du sexe. Pour gérer son stress, elle a pris du crystal meth. Je suis tombée aux mains de proxénètes quand j'avais 14 ans et j'étais forcée de leur rapporter de l'argent. Tu sais, à ce moment-là, je couchais avec des gens juste pour avoir un toit au-dessus de ma tête, tu sais, tous les jours. La drogue est-elle arrivée avant le travail du sexe ou l'inverse? Eh bien, en fait, les deux ont vraiment commencé de pair à peu près en même temps. À 15 ans, elle était enceinte. À 16 ans, elle était une mère adolescente qui a quitté Hawaï pour s'installer à Kansas City, dans le Missouri.
Avançons jusqu'en 2014, tu faisais de la publicité pour des services d'escorte sur Backpage, n'est-ce pas? Oui, Le travail du sexe était-il ta principale source de revenus? c'était ma seule source de revenus. Je vois. C'était mon seul moyen de survivre. Tu rencontres un homme d'affaires prospère nommé Michael Hendricks, n'est-ce pas? C'était sur skipthegames.com. Oui, c'est bien ça, c'était la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu savais sur lui? Rien, c'était juste un client. Il m'a contacté et il a dit « Hey, j'ai vu ton annonce et ma porte de garage sera ouverte. Voici mon adresse. » Et c'est comme ça que je vivais à l'époque. Michael Hendricks possédait une entreprise informatique prospère et une maison de 280 mètres carrés avec beaucoup d'espace pour sa femme et ses 3 enfants. Il avait un hangar à hélicoptère dans son jardin pour profiter de son loisir préféré. Il publiait des vidéos à ce sujet sur sa chaîne YouTube. Salut Internet, demain je vais faire un vol de repositionnement. Mais Hendricks avait aussi un autre intérêt, un fétichisme sexuel secret mêlant violence et meurtre. Saviez-vous qu'il était marié et avait des enfants? Il y a une énorme photo accrochée au mur chez lui, représentant sa femme, ses enfants et lui-même. Est-ce qu'il menait une sorte de double vie, père de famille le jour, obsédé sexuel la nuit? Oui, je suppose qu'on peut dire ça. Et c'était surtout qu'il avait des démons qu'il cachait à tout le monde. Les deux formaient un couple improbable et ont conclu une sorte de pacte faustien. D'après les dossiers, il semble que tout ait commencé comme une relation entre escorte et client. C'est exact. Mais cela a évolué, on pourrait dire, vers une relation de type sugar daddy. Transactionnelle? Très transactionnel, oui. Est-ce qu'il t'a attiré avec son argent? J'avais juste l'impression que je méritais de pouvoir m'en sortir en ayant le dessus. Tout ce travail que j'ai fourni toute ma vie, à me vendre pour rien, je ne voulais pas arrêter tant que je n'avais pas une maison, une voiture, un moyen de m'en sortir, un moyen de subvenir à mes besoins. Et donc, il me procurait ces choses-là. Son argent payait ton appartement. Il a payé ma maison. Ou pour cette Mini Cooper. Copéral, C'est ça, il t'a employé. il t'a bien employé? Nom de famille seulement. Oui. Et en échange, vous avez satisfait ses désirs sexuels. Qui était dégoûtant et horrible, oui. On dirait que c'était un sadique sexuel. Oui. En fait, il affichait ses perversions ouvertement, ou plutôt sur son dos. Sur son dos, oui. Parle-moi de ses tatouages sur le dos. Il faisait peur. La première fois que je les ai vus, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Et je ne me suis pas permis de l'accepter. Que ça n'allait pas aller. Au milieu de son dos, il y avait un démon. Cela couvrait presque tout son dos, avec des anges se livrant à des actes sexuels entre eux. Il avait le démon qui étranglait un ange avec une chaîne. Il étranglait un ange. Il le tenait en l'air pendant que la chaîne l'étouffait. Du fil barbelé. Est-ce que c'était évident pour vous qu'il avait une sorte de fixation sur des fantasmes sexuels violents? Ça a commencé à devenir un peu clair. Et vous-même, vous êtes-vous retrouvé dans une position où vous cédiez à ces sombres fantasmes sataniques En tant qu'escorte, oui, quelqu'un qui en récolte les bénéfices. pour que l'argent continue d'affluer? Oui. C'est ça le boulot, non? Celui d'une escorte? Pour leur donner l'impression, beaucoup d'escortes répètent un dicton. Le client sait qu'il en est un, mais il ne veut pas se sentir dupé. Mais le rôle tordu d'Ibarra allait bientôt devenir une réalité violente. Mettre en scène des fantasmes sombres, c'est une chose, non? Les réaliser dans la réalité, c'en est une autre. Hendricks fait des recherches en ligne. Quelle est la façon la plus rapide de tuer quelqu'un à main nue? Étiez-vous au courant qu'il faisait des recherches? As-tu un petit ami ou quelque chose comme ça? Maggie Ibarra, escorte de 30 ans, est assise dans un commissariat, suspectée d'un crime terrible. D'accord, comment il s'appelle? Michael Hendricks. D'accord. Ton patron est aussi ton petit ami? Oui. Son patron et petit ami est en réalité son sugar daddy, un homme qui paie ses factures en échange de relations sexuelles, mais pas n'importe lesquelles. Tu savais qu'il cherchait du porno violent? J'étais au courant. Les recherches Internet de Hendricks révèlent une obsession dangereuse pour la violence et le meurtre. Et Maggie Ibarra connaissait son secret. Il recherchait des termes comme étranglé, porno snuff, mort. J'en étais consciente. Tout cela était clair pour toi. Oui. Mais Michael n'est pas la première personne que j'ai connue ainsi.
Ce n'est pas la première fois que j'ai dû mettre mes principes de côté pour faire un travail que j'étais, dans ma tête, obligée de faire. Vous deux, vous échangiez des mots d'amour. Oui, Il est l'archange et toi, tu es la princesse démon. ange déchu. Il m'a appelée Eloa et elle était un ange déchu qui est tombé du ciel avec Satan. L'ange Eloa, issu d'un poème français vieux de 200 ans, tombe amoureuse de Lucifer. Mais au lieu de le racheter, il l'entraîne en enfer. Il me semble qu'Ibarra veut que je la voie comme un ange déchu, moins maléfique et moins coupable qu'Hendrix. Mais est-ce simplement sa version des faits? Toutes ces références sont sataniques. Oui, je suppose, oui. Tu l'as appelé Papa Satan. Oui, Papa Satan. oui. Qui a trouvé ça? C'est probablement moi. Il a aimé ça? Oui, il a aimé et m'a envoyé de l'argent. Au procès, votre avocat a essayé de faire valoir que Hendrix exerçait effectivement un contrôle sur vous et que vous vous y êtes plié par peur et par besoin financier. Est-ce vraiment vrai ou étiez-vous plus impliqué que cela ne le laisse entendre, Maggie? C'est juste devenu ma vie alors. Et je me suis dit, eh bien, si c'est comme ça que ma vie doit se terminer, alors j'imagine que c'est comme ça. Tu vois? À ce moment-là, j'ai accepté tout ce qui se passait. Faire des jeux de rôle autour de fantasmes sombres, c'est une chose, non? Les mettre en pratique dans la vraie vie, c'en est une autre, non? Lequel, à ton avis, était en train de se passer? Je n'aurais jamais cru que ça arriverait. Mais il en parlait beaucoup, non? D'autres personnes avec qui j'étais en parlaient aussi. Je n'avais jamais pensé que ce serait possible. Regardez sa vie. Regardez tout ce qu'il avait. Vous savez, je n'ai jamais pensé que ça arriverait vraiment. 6 mois après le début de leur relation, l'obsession sadique de Hendrix semblait s'intensifier. Et son ange déchu dit qu'elle a joué le jeu de façon très convaincante. En septembre 2020, Hendrix cherche en ligne la question suivante. Quelle est la façon la plus rapide de tuer une personne à main nue? Saviez-vous on dirait qu'il menait des recherches? Tu étais au courant? Tu lui as parlé? Ce n'était pas nouveau. Je veux dire, il n'y avait rien de nouveau. Tu lui as parlé de ça? Il me parlait de beaucoup de choses, surtout pendant les rapports. C'était quelque chose dont il aimait parler. Tu savais qu'il avait des fantasmes de meurtre pendant l'acte sexuel? Dès le tout premier jour où je l'ai rencontré. Dès le premier jour? Dès le tout premier jour où je l'ai rencontré. D'abord, ça a commencé par être attaché, puis ça a continué avec de la strangulation, puis ça a évolué vers d'autres choses. Ça n'a fait que progresser. Tu faisais quoi alors? Je l'entretenais, je le gérais. Je l'entretenais, Le nourrir? je l'entretenais. Pas vraiment l'alimenter, juste aller dans son sens. Parce qu'en fait, ça me mettait quand même mal à l'aise. Parce qu'il était un peu plus extrême que tous ceux avec qui j'avais déjà eu une expérience auparavant. As-tu fini par apprécier et t'adonner toi-même à ses idées? Je suppose que d'une certaine manière, oui, parce que ça le rendait heureux. Et en retour, j'en ai tiré un bénéfice financier. Pour l'argent, Ibarra dit qu'elle s'est enfoncée davantage dans l'univers sombre de Hendrix et a accepté de trouver d'autres femmes pour leur vie sexuelle illicite. Vous a-t-il demandé d'amener d'autres femmes pour coucher avec lui? La question a été soulevée. Mais à cette époque de ma vie, c'est ce à quoi ma vie se résumait. Avec tous les clients, les plans à 3, c'était quelque chose que je faisais tout le temps. Kenzie Aubrey était l'une d'entre elles. Oui, c'est vrai. Kenzie Aubrey avait récemment déménagé à Kansas City, loin de sa famille au Texas. Comme Ibarra, elle luttait contre la dépendance. Comment l'as-tu rencontrée pour la première fois? Elle était ma voisine. Elle était ta voisine, devenue amie. Oui, Devenue amante? oui. Son message laisse penser qu'elle est amoureuse de toi. Elle t'a fait confiance? Qu'est-ce que tu ressentais pour elle? C'était une bonne personne. C'était une bonne personne dans une mauvaise situation. Des amis sincères? Des amitiés sincères? Je n'avais pas de vraies amitiés quand je consommais du cristal meth et me prostituais. Elle t'aimait. Est-ce que tu l'aimais? Je ne pense même pas que je m'aimais moi-même. Est-ce que Michael t'a demandé de trouver des femmes comme elle, vulnérables, isolées, dépendantes à la drogue? Je pense que ça l'excitait. Michael Hendrix menait une double vie. Le jour, il jouait le rôle du mari et du père dévoué. Mais la nuit, il était obsédé par le sexe sadique et la mort. Et en octobre 2020, il approchait d'un point de rupture.
Il fait des recherches sur le traçage des téléphones portables et la collecte de preuves. Étiez-vous au courant de cela? Vous n'étiez pas au courant de cela? Il y avait quelques éléments lors du procès dont je n'étais pas au courant. Quelques jours plus tard, il recherche le terme nécrophilie, la pratique de souiller sexuellement un cadavre. Est-ce quelque chose qu'il vous avait dit? Je veux dire, avec le temps, vous avez dû remarquer ces choses, non? Oui. 5 jours avant le meurtre de Kenzie, on dirait que sa consommation de porno snuff s'intensifie. Tu recontactes Kenzie pour convenir de quelque chose à nouveau. C'était ton initiative ou la sienne? Donc, ce jour-là, Kenzie m'a en fait contacté et m'a dit qu'elle venait de se disputer avec la femme avec qui elle vivait. Alors, j'ai demandé à Michael de lui envoyer un Uber jusqu'à chez moi. Et quel est le plan à ce moment-là? Pour qu'elle et moi, on se défonce, je suppose. Il n'était pas censé faire partie de ça? Le lendemain, il devait venir chez moi. Oui, Est-ce qu'elle le savait? oui, en fait, elle le savait. Elle était vraiment là pour toi? Oui. N'est-ce pas? Elle savait qu'il te rejoindrait à un moment? Elle était d'accord avec ça. On avait déjà eu des relations sexuelles à plusieurs reprises, donc ce n'était rien d'inhabituel. À ce moment-là, il cherche du fil barbelé sur walmart.com? Je n'étais pas au courant de cela. Je ne crois même pas qu'il l'ait dit au procès. C'est dans le dossier de l'affaire. Ça ressemblait à son tatouage dans le dos, celui de la femme enroulée dans du fil barbelé. Oui, c'est ce que ça laisse penser. Le fil barbelé faisait-il partie du plan pour Kenzie cette nuit-là? Quand Michael est-il arrivé sur place? Le lendemain, vers 8 heures du matin, 8 heures du matin. Kenzie l'attendait. nous l'attendions toutes les deux, Quand est-ce que le plan A3 a commencé? probablement juste après qu'il soit arrivé. Kenzie et moi avons passé la nuit à fumer de la méthamphétamine avec un bong dans ma salle de bain. Dans quel état était Michael? Quel était son état d'esprit? Était-il sobre? Rien, oui, rien d'inhabituel. Juste une attitude normale. Donc, vous étiez tous les trois au lit ensemble? Le dossier suggérait qu'elle avait un bâillon-boule dans la bouche. Non. Ce n'est pas vrai? Non. Y avait-il d'autres moyens de contention utilisés sur elle? Aucun du tout. Donc, vous êtes au lit, tous les trois, en train de faire l'amour? Consensuel alors, selon vous? Oui. Dites-moi, c'était toujours consensuel? Mais cela allait changer en un instant. Nous arrivons donc au moment de vérité, n'est-ce pas? Maggie, selon vos souvenirs, racontez-moi ce qui s'est passé ce matin-là. Le 7 octobre 2020, Kenzie Aubray est allée passer la nuit chez une femme en qui elle avait confiance et qu'elle appréciait. Mais au matin, elle se retrouvait au cœur d'un plan à 3 dangereux. Michael et Kenzie étaient en train d'avoir des relations sexuelles. Elle était au-dessus de lui. Et elle avait ses mains autour de sa gorge. Il aimait ce genre de choses, vous savez, parfois. Et elle le faisait juste légèrement et elle était au-dessus de lui. Et qu'est-ce que tu faisais? J'étais allongée à côté d'eux. Et j'étais sur le point de commencer à participer, mais j'ai remarqué qu'ils ne s'occupaient que l'un de l'autre. Alors il s'est mis sur elle et presque immédiatement, il a mis ses mains autour de sa gorge et a commencé à lui serrer le cou. Elle a tapoté son bras 2 fois. Saviez-vous qu'elle essayait de lui dire d'arrêter? À ce moment-là, je me suis un peu figée. Et je ne ressens rien d'autre que de la honte et de la culpabilité pour la manière dont j'ai agi ce matin-là. J'étais tellement défoncée et je ne savais vraiment pas quoi faire. Mais tu savais ce qui se passait. Oui. Était-il différent? Est-ce qu'il te semblait différent? Le comportement de Michael n'a jamais changé, pas une seule fois. Il ne s'est jamais mis en colère. Il n'a jamais changé son comportement du tout. Il était calme. Pendant tout ce temps, En lui serrant le cou? oui. Elle a dû être terrifiée à un moment donné quand il s'est arrêté. Je l'étais quand il m'a fait ça, lors de notre première rencontre. Il était fort. J'ai eu des caillots de sang dans les yeux. Et j'ai perdu connaissance en 4 secondes. Étiez-vous au courant qu'il allait dans cette direction avec Kenzie à ce moment-là? À ce moment-là, Vous l'étiez? oui, Avez-vous essayé de l'arrêter? non.
S'est-elle adressée à vous pour demander de l'aide? Non. Voyez-vous qu'elle était terrifiée? Juste à ce moment-là, j'ai su qu'il était trop tard. Il ne va pas s'arrêter. Ça a duré 4 minutes? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Au moins 4 minutes. Et tu n'as pas pu. À ce moment-là, qu'est-ce que je suis censée faire? À ce moment-là, il est blessé. Il lui a fait beaucoup de mal. Je sais ce que ça fait d'avoir ses mains autour de ma gorge. Elle a du mal à respirer. Est-ce qu'elle dit quelque chose? Est-ce qu'elle peut parler? Non, Que disent ses yeux? je n'ai pas regardé ses yeux. À ce moment-là, j'ai détourné le regard. Tu ne m'as pas parlé? Tu as commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Tu ne lui as pas parlé? À elle ou à lui? Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, mais oui, j'ai dit quelque chose. J'étais furieuse. À elle? Je ne me souviens pas. As-tu vu le moment où la vie a quitté son corps? Se battait-elle pour sa vie? Suppliait-elle pour sa vie? C'est arrivé si vite qu'il n'y a pas eu de supplication. Il n'y a pas eu... 4 minutes, ce n'est pas si rapide. Je pense qu'elle a vite perdu connaissance. C'est long, 4 minutes. À quelle heure Kenzie a-t-elle été tuée? Probablement vers 8h30, 8h20. Wow! 20 minutes après son arrivée, elle est morte. Oui, Maintenant, tu as le corps de ta soi-disant amie chez toi, dans ton lit. oui, As-tu réalisé ce que tu venais de devenir? oui. À quoi pensais-tu? Ma vie était finie. Quelle conversation as-tu eue avec Michael? Il n'y en avait pas. C'est ça qui fait peur. Il n'a jamais perdu son sang-froid. Est-ce que vous perdez le vôtre? Oui, je suis allée dans la salle de bain et j'ai pris un shoot de méthamphétamine tout de suite. Il est entré et m'a demandé si j'allais bien. Je ne savais pas vraiment quoi penser de tout ça, alors je lui ai juste dit que j'allais bien. J'allais bien, d'accord, ça va. J'essayais juste de comprendre quoi faire à ce moment-là. J'étais en panique. Il était calme, L'as-tu confronté? probablement pas. Et là, il a été question de quoi pour la suite? La dissimulation a commencé immédiatement. Ibarra et son papa Satan sont ensuite montés à bord de son hélicoptère et ont planifié une dissimulation folle sur terre, sur mer et dans les airs. Il a essayé de se débarrasser du corps. Mais tu comprends que lorsque tu dis « il », tu devrais vraiment dire « nous ». Oh, wow. J'avais une magnifique fille, Kenzie Renée Aubray, l'amour de ma vie. Voici une photo de ma petite fille. Et elle avait de beaux yeux, elle rayonne. J'adorais ses petits piercings. Et toute l'image raconte simplement son histoire dans son monde arc-en-ciel. Elle adorait les arcs-en-ciel et c'était juste une fille magnifique. Une magnifique petite fille. La fille bien-aimée de Cindy Aubrey, Kenzie, était devenue une âme qui faisait facilement confiance, mais tourmentée. À 32 ans, en proie à la dépendance et à des relations difficiles, Kenzie Aubrey s'est retrouvée dans un quartier difficile de Kansas City, loin de sa ville natale au Texas. Je me souviens avoir reçu un appel de la police de Kansas City disant « Votre fille n'a pas de problème avec la justice, mais elle fréquente de mauvaises personnes, les mauvaises personnes. » Puis, un jour d'octobre 2020, elle a envoyé un dernier message à sa mère avant de disparaître. Elle a dit « On se parle plus tard et je t'aime. » Et c'était tout. Je n'ai jamais reçu un autre message, un autre appel, rien. Et c'était le 7 octobre, elle a complètement disparu. On est arrivé vers Thanksgiving et Noël. Toujours aucune nouvelle. C'est là que j'ai fait mon premier signalement de disparition. Des mois sont passés sans trace de Kenzie. La police n'avait aucune piste et à ce moment-là, aucune preuve d'acte criminel. C'était madame, elle a 32 ans. Et, vous savez, elle est assez adulte pour être indépendante. Et si elle ne voulait pas vous contacter, elle n'était pas obligée. Ma fille n'aurait jamais été aussi longtemps sans me contacter. Donc je savais que ça allait être grave. Des affiches de recherche ont été posées partout en ville. Les amis de Kenzie ont découvert le nom de la dernière personne vue avec elle vivante et ont dit à Cindy Aubrey d'appeler la police à Independence, dans le Missouri.
Pendant tout ce temps, tous ses amis ici cherchèrent sur Internet et ils ont appelé en disant « Tu dois contacter la ville d'Independence et mentionner le nom Maggie Ibarra. » J'avais un congélateur dans mon sous-sol. La dissimulation débute aussitôt. La dissimulation a commencé immédiatement. Maggie Ibarra savait exactement ce qui s'était passé et où. Avec son partenaire sadique Michael Hendricks, elle a tué la jeune femme lors d'un rapport sexuel dans leur chambre. Il a pris son corps, il l'a porté au sous-sol et l'a mise dans le congélateur. Ensuite, ils ont commencé, sans émotion, à effacer leurs traces. Et puis il a continué à s'habiller. Il a répondu à un appel professionnel en s'habillant. Puis il est parti travailler et m'a dit qu'il reviendrait pour régler le problème. Il reviendra pour régler le problème. C'est comme ça qu'il l'a dit. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Je me suis assise sur mon canapé dans mon salon. J'ai fumé de la méthamphétamine toute la journée. Je suis juste restée là. Littéralement toute la journée. Et qu'est-ce qu'il allait faire à propos du soi-disant problème? Louer un U-Haul le lendemain et l'emmener chez lui, hors de chez moi et sur sa propriété. Il a transporté le congélateur de chez vous chez lui, avec le corps dedans. Oui, monsieur. Tout seul? Je l'ai aidé. Tu l'as aidé à porter le congélateur. Oui. Dans le camion U-Haul. Oui, monsieur. Puis vous êtes retourné avec lui chez lui. À ce moment-là, je n'avais vraiment pas le choix si je voulais le cacher. Oui. Il y avait un plan impliquant son hélicoptère, n'est-ce pas, pour se débarrasser du corps? Vous faisiez partie de ce plan? J'ai voyagé avec lui ce jour-là, mais je n'en ai parlé à personne. Il est venu me chercher à l'aéroport de Leeds Summit. Il a dit qu'il emmenait son corps pour s'en débarrasser. À ce moment-là, il avait déjà démembré son corps. Et elle était dans l'hélicoptère quand il est arrivé à l'aéroport. Donc, vous avez tous les deux chargé des conteneurs? Non, ils étaient déjà chargés. Je ne l'ai pas fait. Ils étaient déjà chargés. Je n'ai rien fait d'autre que de monter dans l'hélicoptère. C'est ça. Sachant qu'elle était là-dedans. Oui. D'accord. Et donc, il vole? Oui. Il vole au-dessus d'un banc de sable? Vers un banc de sable, oui, sur le Missouri. Il a tenté de se débarrasser du corps, sans succès, pendant que j'étais dans l'hélicoptère. Je voulais seulement savoir où cela se passait. D'accord. Donc, vous avez vidé les conteneurs? Nous avons atterri. Vous avez atterri, je vois. Il a porté un morceau jusqu'à l'eau, et je l'ai vu le suivre en aval parce qu'il n'allait pas couler, et je le regarde depuis l'hélicoptère pendant qu'il panique et le ramène. Que se passe-t-il ensuite? Il le ramène à l'hélicoptère et nous sommes repartis vers sa propriété. Ses enfants allaient bientôt rentrer à la maison. Son urgence cet après-midi-là, c'était de rentrer avant que les enfants ne descendent du bus. Et maintenant, il ramène les conteneurs chez lui. Il était au téléphone dans l'hélicoptère avec son voisin pour lui demander une pelleteuse. Donc à ce moment-là, j'ai un peu compris ce qu'il comptait faire ensuite. Mais tu comprends que quand tu dis « il », tu devrais vraiment dire « nous » parce que tu fais maintenant partie intégrante de tout ça. Oui. Oui. Avez-vous déjà envisagé d'aller voir les autorités? Bien sûr que j'y ai pensé. Et je suppose que je suis juste devenue égoïste en voulant profiter de chaque instant de vie qui me restait parce qu'elle était belle. C'était toujours le cas malgré ce qui s'était passé. La vie que j'avais essayé de vivre pendant tant d'années, et je suppose que je ne voulais tout simplement pas y renoncer. Bien sûr. Mais maintenant, en échange, tu dois non seulement le divertir, mais tu dois aussi vivre avec ce que tu as fait. Un meurtre, n'est-ce pas? Tu pensais pouvoir vivre avec ça? Pendant un certain temps, oui. Oui, car j'étais encore sous l'effet de la drogue à ce moment-là. Donc pendant un certain temps, je me suis un peu dit « Oh, si je ne dis rien. Tu semblais bien le vivre jusqu'à ce que tu te fasses prendre. » Bien sûr, en fait, Tu essayais de ne pas te faire prendre. je pense que c'est juste l'état d'esprit de toute personne qui fait quelque chose de mal. Si je ne dis rien à personne, ça va disparaître et je pourrai passer à autre chose. Hendricks avait clairement une sorte de fixation sexuelle liée à la mort. Il existe toutes sortes de termes cliniques pour désigner le désir de torturer sexuellement et de tuer. Paraphilie, érotophonophilie, tous des termes qui désignent essentiellement l'homicide sexuel sadique. Mais Maggie, la grande question est de savoir dans quelle mesure tu étais aussi impliqué là-dedans. Tu l'as recruté, même si tu savais qu'il était un pervers violent avec un fétichisme de la mort.
Tu lui as dit d'éteindre son téléphone avant qu'elle ne vienne chez toi. Ce qui, pour moi, fait le lien avec ses recherches sur les preuves issues des téléphones portables et leur traçage. Ça n'a pas l'air bon. Tu savais que Kenzie viendrait te rejoindre, n'est-ce pas? Parce qu'on dirait presque que tu es l'appât pour attirer Kenzie dans ses griffes. Ta mère a témoigné que toi et Hendrix, plus tard, vous lui avez raconté avec joie le meurtre. Et qu'alors qu'il l'étranglait à mort, tu lui as dit que tu criais des obscénités à Kenzie pendant qu'elle luttait pour respirer. Et tu n'as rien fait pour l'arrêter. Et quand des affiches de personnes disparues ont commencé à apparaître en ville et que la famille de Kenzie suppliait le public pour obtenir des informations. Tu continuais à fréquenter ce type pendant des mois, échangeant des mots d'amour avec Daddy Satan et complotant pour remplacer sa femme, encaissant ses virements sur Cash App. Ce sont tous des actes volontaires, des actes que tu as toi-même commis, oui. Et cela suggère fortement, du moins pour moi, d'après le dossier, que toi et Michael avez peut-être planifié l'attaque ensemble, l'avez exécutée ensemble et l'avez dissimulée ensemble. Peux-tu l'admettre maintenant? Oui. Tout est vrai? Oui. Quand c'est arrivé, j'ai compris qu'il serait impossible de me séparer de lui. Ce jour-là, ça n'aurait pas dû arriver. Oui, on en a parlé et on a fait des jeux de rôle, mais jamais je n'aurais imaginé que ça arriverait ce jour-là. Même si. Donc, ce n'était pas prévu. Mais quand c'est arrivé, qu'est-ce que j'étais censée faire à ce moment-là? Je ne me suis pas juste réveillée un jour en me disant « Tiens, j'ai envie de blesser des gens » ou « Tiens, j'ai envie de détruire des vies » ou « Tiens, j'ai envie de briser ces familles ». Mais je pensais surtout au fait que je commençais à vivre la vie dont j'avais toujours rêvé. Ma fille est aussi revenue dans ma vie à cette époque-là. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont j'aimerais parler. Jusqu'à présent, Ibarra donne l'impression de tout révéler. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Ils m'ont montré des photos d'une fille et m'ont dit qu'ils l'avaient tuée. C'est ce qu'Ibarra ne veut pas discuter. Ils m'ont dit où ils l'avaient enterrée. Le rôle crucial joué par sa fille de 13 ans dans l'affaire du meurtre. Eh bien, c'est une partie intégrante de cette histoire. On ne peut pas vraiment parler honnêtement de ce qui s'est passé si on n'aborde pas ce sujet. Oui. Et les crimes honteux d'Ibarra et Hendrix contre l'enfant même d'Ibarra. Que saviez-vous de ses antécédents de pédophilie? C'est quelque chose qu'il m'a confié. Tu l'habilles en lingerie et tu la laisses se mettre au lit avec toi et Michael. Nous étions tous allongés dans le lit ensemble et il a commencé à me toucher. Es-tu un sadique? Alors j'ai commencé à établir une relation et puis elle m'a parlé de son petit ami et j'ai rencontré son petit ami. En avril 2021, une courageuse fille de 13 ans, connue sous le nom de Jane Doe, s'assoit avec un psychologue judiciaire et aide à résoudre le meurtre d'une personne disparue. Ils m'ont montré des photos d'une fille et m'ont dit qu'ils l'avaient tuée. Elle m'a dit que son petit ami l'avait étranglée à mort et avait mis son corps dans le congélateur. Le corps appartenait à Kenzie Aubrey, âgée de 32 ans, qui avait disparu depuis 9 mois. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout cela est un rêve. La fille a entendu l'histoire cauchemardesque directement de la bouche des tueurs, sa mère biologique dont elle était séparée, Maggie Ibarra, et le sugar daddy d'Ibarra, Michael Hendrix. Parle-moi davantage de ce que tu as vu sur les photos montrées par Michael. Cela s'est produit lorsque Ibarra a invité la fille à passer la nuit avec elle et Hendrix et a montré à l'enfant des photographies de leurs victimes. Ses mains étaient vraiment attachées et elle était complètement nue. Oui, ses cheveux étaient courts et c'était comme un gris argenté. La jeune témoin a été retirée à la garde de sa mère à 4 ans après des preuves de maltraitance. Je veux vraiment retourner à ma publication sur elle. Elle avait 13 ans et vivait dans une famille adoptive lorsque Ibarra l'a retrouvée sur les réseaux sociaux. Ibarra a dit que Michael Hendrix l'a encouragée à reprendre contact avec l'enfant. Que saviez-vous de son passé de pédophilie?
Je savais qu'il en avait un. Saviez-vous qu'il avait été enquêté pour des relations sexuelles avec un mineur? Un garçon de 14 ans. Tu le savais? L'une de ses affaires Il a partagé avec moi. L'une de ses recherches en ligne était, je cite, « Comment trouver des prostituées mineures ». Tu le savais? Ce n'est pas surprenant. Comment a-t-il su que tu avais une fille de 13 ans avec qui tu n'avais plus de contact? Elle avait du mal avec sa situation dans sa famille adoptive. C'était donc pour moi l'occasion de, vous savez, renouer une relation avec elle. Elle a grandi entre familles d'accueil et hôpitaux psychiatriques. Oui. Au moment où tu as repris contact avec elle, elle était extrêmement traumatisée, fragile et perturbée. Tu le savais, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, tu l'as amenée rencontrer un homme que tu savais être un sadique sexuel. Pourquoi ferais-tu ça, Maggie? Seule une partie de notre relation était négative. Alors il a endossé ce rôle de gars charmant, de bon père. D'abord, toi et Papa Satan racontez à cette fille fragile de 13 ans que vous avez tué Kenzie pendant un rapport sexuel. Environ 7 mois après l'événement. Montre-lui des photos sanglantes du corps de Kenzie. Oui, démembré. Et puis, comme il l'avait fait avec Kenzie des mois auparavant, Ibarra et Hendrix ont attiré l'enfant dans leur lit. Elle m'a dit d'essayer de la lingerie. Je ne me sens pas à l'aise devant quelqu'un que je ne connais pas, surtout un homme. Et elle a dit, eh bien, ne nous juge pas, c'est comme ça que nous sommes. Genre, il n'y a rien de mal à ça. Je ne voulais pas lui faire de la peine car je venais de la rencontrer. J'ai donc fini par me montrer à son petit ami. J'ai tenté de changer, mais elle a refusé et m'a dit de rester assise sur le lit. Alors j'ai mis quelque chose pour regarder un film d'horreur et son petit ami a dit que ça l'excitait de voir des gens mourir. Tu l'habilles en lingerie contre sa volonté et tu la laisses se mettre au lit avec toi et Michael. Michael entre vous deux. Et puis tu lui as dit « Ne nous juge pas, ce n'est pas bizarre, c'est juste normal. » Nous étions tous allongés dans le lit. Je ne voulais pas être dans le lit. Il me demandait juste si je voulais savoir ce que ça faisait. Parce que j'étais encore vierge, mais je me disais que ce n'était pas du tout bien. Ce sont des actes que tu as commis toi-même. Tu ne peux pas en rejeter la faute sur Michael Hendrix. Des actes cruels, barbares et sadiques dont tu es responsable. En assumes-tu la responsabilité? J'assumerai toujours la responsabilité de mes erreurs. Es-tu un sadique? Non, monsieur. Offrir son propre enfant à un tourment grotesque et bouleversant. Oui, comment expliques-tu cela? Il n'y a pas d'explication à cela. J'ai toujours pensé que j'étais une bonne personne, et puis j'ai rencontré Michael. Et petit à petit, avec le temps, ma morale et les choses auxquelles je croyais ont commencé à changer. Le fait d'être toxicomane n'a pas aidé. Ibarra a été arrêtée et accusée de crimes sexuels sur mineurs, et elle a tout fait pour discréditer sa fille traumatisée. Elle est dangereuse. Ma fille est dangereuse. À l'époque, tu as agi rapidement pour essayer de dissimuler ces crimes odieux. Oui, c'est vrai. J'ai essayé de la manipuler et de la calomnier. Vous avez dit à la police qu'elle est une menteuse. Elle a promis. Je l'ai dit à beaucoup de gens. Elle fait partie d'un gang. Elle est dangereuse. Tout ça juste pour te sauver, bien sûr, à ses dépens? Bien sûr que oui. J'ai ressenti tellement de honte. J'ai ressenti tellement de peur à ce moment-là, en réalisant jusqu'où tout cela était allé. Bien sûr que c'était le cas. Elle m'a dit que je mentais et elle n'arrêtait pas de me donner l'impression que je mentais. Elle répétait sans cesse que j'étais une menteuse. Elle dit que tu essaies de lui faire croire qu'elle perd la tête. Oui, Elle essayait sans cesse de m'embrouiller. Elle m'a dit que je prenais des médicaments et que j'étais malade mentalement. Ensuite, tu as essayé de convaincre d'autres personnes de lui faire dire que tout cela était un mensonge, ma mère. y compris ta mère, ton ex-petite amie. N'étais-tu pas inquiète en tant que mère avec cette part de toi qui, dis-tu, savait encore distinguer le bien du mal? N'étais-tu pas inquiète que tout cela détruise cet enfant à jamais? Bien sûr, Alors, comment l'expliques-tu? je ne peux pas l'expliquer. Tout comme toutes ces personnes qui m'ont maltraité quand j'étais enfant, je ne peux pas l'expliquer.
J'étais cette personne à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris ni ce qui s'est passé. Chaque jour, elle me dit que je finirai comme elle parce qu'elle était prostituée. Et elle me dit tous les jours que je finirai comme elle, que je vendrai mon corps et tout ça, mais je ne le ferai vraiment pas. Et oui, je lui ai dit plusieurs fois. Pas tous les jours. Elle dit tous les jours. Mais c'était juste des conversations normales que j'avais avec ma fille. Ça ne ressemble pas à une conversation normale. Elle dit plein de fois qu'elle suit le même chemin et que je finirai comme elle un jour si je n'arrête pas. Elle a dit, ma mère, elle a des trucs sexuels dans son placard et elle veut que j'en fasse partie. Et chaque jour, elle me dit que je finirai comme elle parce qu'elle est prostituée, mais je ne le ferai vraiment pas. Et elle ne l'est pas. Guidée par sa propre boussole morale, la fille d'Ibarra a signalé les crimes. Ils m'ont dit où ils l'ont enterré. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement où c'est, mais je sais que c'est dans cette zone-là. Et ils ont révélé la sombre vérité derrière la disparition de Kenzie Aubrey, enterrée sous la fenêtre de la chambre de Hendrix. La fille d'Ibarra est maintenant adulte et elle-même mère. Elle étudie pour devenir infirmière et travaille pour surmonter le passé douloureux auquel sa mère fait enfin face. Elle s'en sort bien et fait tout pour briser le cycle. Je n'ai jamais refusé d'assumer la responsabilité de ce que j'ai fait, mais en te parlant aujourd'hui, je me rends compte que j'étais bien plus responsable que ce que je voulais admettre. Tu vois, C'est difficile à accepter. ça laisse. Je veux aller la chercher. Je lui ai dit que je la ramènerais. Ai-je jamais rêvé que ce serait comme ça? Non. Cindy Aubrey attribue à la fille d'Ibarra le retour de Kenzie chez elle. Je ne sais pas si elle aurait jamais été retrouvée s'ils n'avaient pas mené les fouilles qu'ils ont menées. Et d'avoir traduit ses assassins en justice. Au tribunal, un lien inhabituel s'est formé entre la mère de la victime et la fille du meurtrier. Je me suis assise à côté de Maggie, la fille de Ibarra, qui avait 16 ans à l'époque. Et sa mère était juste là, oui. De temps en temps, sa mère se retournait. Et quand je voyais ça, je faisais toujours en sorte de poser ma main sur la jambe de sa fille parce que je voulais qu'elle voie que tu avais pris la mienne. Mais j'ai ta fille juste ici et je l'aime. Et c'est mon ange. Je n'allais pas être mère par colère parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait que je fasse. Voilà celle qu'ils m'ont enlevée. Une belle petite fille. Toute cette épreuve a changé la vie des gens et c'est ce qui doit continuer. Et informer les gens, Netta. Tu peux être une survivante